Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui donc pour la partie 2, la suite, où nous allons découvrir le Technicentre Atlantique. Toujours accompagné de Train Passion 55 et un passionné de train, je vous invite à nous follow. Je précise aussi que cette année c'était le centenaire du Technicentre Atlantique, donc voilà pour aussi l'une des raisons qu'ils ont ouvert. Donc voilà, on nous a fait regarder une vidéo et ensuite on s'est rendu un peu plus loin, donc je vous laisse regarder. En fait. Ouais, c'est ça. Ah mais vous avez le plan les gars. Ah ouais? Oui bah oui, le plan, c'est le truc qu'on t'a donné. Et moi je l'ai rangé moi. Je me suis dit vas-y, je m'appuie sur vous. On m'appuie sur ce que je vois. Il y avait 1, 2, 3 et 4. Oh là 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 là. Moi j'ai skip la pub qui était là-bas aussi. Putain, les maîtresses les marques Wigo, frère. Bon, en tout cas, sachez qu'en fait le monsieur, il était en train de parler de l'équipe de structure. Donc en fait ce sont tous ceux qui s'occupent de la maintenance du niveau 3 sur les parties caisses et structures du TGV. Tout ce qui est carénage, avant-vitrage, après sécurité, etc. Elle se compose de plusieurs spécialités de métiers dans le domaine du carénage et de la soudure. En marchant un peu plus loin, du coup, sur le chemin, on peut découvrir des petites pièces, des petites ou des grandes, peu importe, des morceaux de caténaire, un peu plus loin des bogies, voilà, etc. On en a profité pour prendre aussi quelques photos. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'on pénètre dans un technicentre, donc. Après tout ça, nous allons donc enchaîner sur la rame PSE. Donc je vais couper le son afin que vous profitez du bruit du moteur, c'est agréable. Là c'est bon. Ah là 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 là, BB 22218 pack transilien acheminé à la rame 16 PSE. Ne serait-ce pas beau? Avec à côté de celui-ci la rame 1006 TGVM livrée inouïe. Oh là 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 là. Par contre, si vous savez le nombre de fois que j'ai raté ces essais, j'ai raté plus d'une semaine, j'ai raté toute une semaine. Enfin bref, c'est une vraie galère. Mais bon, la voilà enfin en face de moi. Avec un peu plus loin des voitures d'Evinox que j'ai déjà pu rencontrer sur Toulouse le 23 août avec le train historique. Et par contre, Il y a un mec qui l'a dit, ah c'est pas. Il a dit je vais faire les jeux ici. Il a dit c'était pas pire. Sans tarder, nous nous sommes dirigés dans l'une des voitures et nous pénétrons à l'intérieur. Et vraiment, wow. Franchement, les sièges, l'ambiance, en soi, ça allait. Les sièges, vraiment,
ce point de vue, ça avait l'air vraiment confortable à l'époque. En tout cas, franchement, quand on voit la moquette bien épaisse, les fauteuils larges, tissu, gris, orange, hein, un vrai salon roulant, hein, franchement, là, ça rappelle vraiment l'époque. Hein. C'est pas juste un train, c'est une expérience, c'est vraiment une expérience, mais unique. Oh, franchement, si vous savez comment j'étais confortable, en tout cas, bien posé et tout, hein. Ça cul. Mais c'est mieux que le TGV, moi, en fait. Mais pourquoi ils font plus des sièges comme ça? Ah, je peux allonger. Ah, ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, t'en as un pour allonger, t'en as un pour... Voilà. C'est calme, c'est silencieux, c'est même pas de bruit. C'est tellement confortable. Ça revient, c'est merci. Oui, il y a moyen. C'est tellement confortable. Ah, je fonds dedans. Une pagaille technique, parce que ça fuit tout le temps. Mais franchement, à l'intérieur, ouais, j'ai fait Villeneuve, Vichheim. Là, je me suis endormi. J'ai fait c'est vraiment super. En voyage dedans, c'est vraiment. En tout cas, maintenant, nous allons donc à bord de la 40100, donc qui était uniquement au Technique Centre Atlantique. Comment baptême? Très ouf. Dire qu'elle devait venir à Dijon. Hein. Ah ouais? Le train il était supprimé, il devait venir à Dijon en juin. Le 12 juin. Ah ok, ouais. Oh, ils sont allés. Bonjour. Donc un peu d'éclairage. Bonjour. Rentrez. Rentrez, allez-y, faites attention à votre tête. Non mais regardez de ce côté-là, derrière, c'est... Si on vous l'a dit, on va faire quelques trains, on va aller à Reims et tout. Donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et sur la table, il y a un petit... Là, je fais un peu de pub. Hein, Non, mais vous avez raison. Vos collègues l'ont déjà fait. bon, très bien. Mais vous avez raison de le faire quand même. Donc petite présentation, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les pays en Europe ont tiré les trains avec des locomotives à vapeur. Donc passer d'un pays à un autre n'était pas très compliqué à partir du moment où l'écartement de la voie était le même, mais c'est quasiment presque le cas partout. Et puis après, chaque pays a décidé d'électrifier. Par contre là, tout le monde, on n'a pas tous électrifié avec le même type de courant. En France, on a électrifié déjà avant la Seconde Guerre mondiale, en 1500 volts continus. Après, on a électrifié en 25 000 volts alternatifs. La Belgique en 3000 volts continus. L'Allemagne en 15 000 volts alternatifs, mais avec une fréquence de 16/2, pas 50 Hz. Donc il a fallu créer des locomotives aptes à circuler sous tous ces courants. Et c'est la première grande série de locomotives européennes à être capable de le faire. Au départ, elle devait aller dans tous ces pays. Dans la réalité, elle a fait quasiment que du France-Belgique, sur Bruxelles et sur Liège. Le principe, c'est le train partait de Paris, par exemple, il arrivait à la frontière belge. Il y avait une signalisation latérale qui demandait aux conducteurs de baisser les pantographes. Donc les pantographes, c'est les appareils qui sont en toiture qui permettent de capter le courant. Donc ça monte et puis ça peut descendre, bien sûr. Donc il baissait les pantographes, le train roulait sur son élan. Une fois qu'il avait passé la frontière, il y avait une signalisation qui lui disait de remonter le pantographe, de choisir le bon courant et il repartait sur Bruxelles ou sur Liège. Donc le conducteur, sa place, c'est ici. Il conduit surtout avec ça, c'est ce volant qui n'est pas un volant de voiture. Hein. Il bouge un peu plus que ça, mais il ne fait pas un tour complet. Et en l'utilisant, on commande des contacteurs, des gros contacteurs qui se trouvent à l'intérieur de la locomotive, qui permettent donc d'accélérer ou de ralentir le train. On pouvait aller jusqu'à 160 km/h. Là, le mécanicien est en sol, il y a ce cerclot, il y a des pédales, et donc il doit régulièrement tenir le cerclot ou appuyer sur la pédale en signe de, on va dire, de bonne santé, qu'il n'a pas de malaise, etc.
Parce que s'il y avait rien, il a un malaise, le train il continue à rouler 100 km comme ça. Donc s'il fait rien, par exemple, il relâche, il appuie pas sur les pédales et tout, au bout de 2 secondes et demie, il y a une sonnerie dans la cabine. S'il fait rien pendant 2 secondes et demie, le train s'arrête en urgence. Après, vous avez les commandes de frein, les deux qui sont devant vous, là. La petite et... Oui, celle-ci et celle-là, tout à fait. Le frein d'urgence, c'est du champignon rouge, là, ou rouge rosé. Là, c'est si vous roulez, d'un seul coup, vous voyez, je sais pas, il y a un éboulement, un rocher, une voiture, etc. Quelqu'un... là, on cherche pas, on donne un grand coup dessus. Et le train, la locomotive, le train entier fait tout ce qu'il peut pour s'arrêter, quoi. À côté, vous avez l'indicateur de vitesse en haut, là, qui enregistre la vitesse sur une bande graphique papier. Maintenant, c'est électronique, bien sûr. Et la bande est régulièrement contrôlée pour voir si les vitesses n'ont pas été dépassées, etc. C'est une sorte de boîte noire, alors, en fait. Ah, c'est un mouchard, oui. Ouais, Mais bon, je veux dire, dans l'automobile, ça existe, mais au chemin de fer, ça existait avant la Seconde Guerre mondiale, hein, déjà. Les locomotives à vapeur, nous, on en a une, elle était déjà équipée. Pour les poids lourds, c'est arrivé dans les années 70. Après, vous avez un ampèremètre, voltmètre, téléphone intérieur pour informer les gens dans le train et extérieur pour appeler la régulation ou un poste d'aiguillage. Ça, c'est la commande des pantographes et le choix des courants suivant les pays, le klaxon. Et puis, différents boutons pour l'éclairage intérieur, extérieur, le chauffage, la fermeture du disjoncteur et puis la mise en place, la mise en route du compresseur pneumatique. Il faut que tout le monde en profite un petit peu. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Je l'ai pas prise en photo de l'avant. Revoilà notre rame PSE16, du coup vous pouvez voir hein, un peu plus à l'avant, vous verrez qu'on peut monter à bord de la cabine, mais bon, comme il y avait du monde, on s'est dit qu'on reviendrait plus tard, mais finalement on n'est pas revenu. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il est beau, au fil du temps ça se voit, hein, la couleur, le TGV s'est un peu décoloré, hein, la couleur orange qui disparaît peu à peu, mais ça reste quand même un engin emblématique et toujours aussi cool de pouvoir l'avoir. Franchement, les TGV orange, hein, toujours un respect. Hein. Nous avons donc continué sur le chemin. Hein, on se trouve voilà avec quelques équipements, quelques engins Technicentre. Et un peu plus loin, nous apercevons du coup la rame 1006, le TGVM, ainsi qu'un TGV Atlantique avec la 734 Tango à côté. Et un peu plus loin, je suppose que c'est un TGV du Daisy Duplex. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop fait attention. Enfin bref, nous nous dirigeons donc vers la file afin de pouvoir monter à bord de la cabine. Et juste en face du coup la rame 340. Ah là là, qu'est-ce que j'aime les réseaux des Atlantiques. Franchement, le son, le design, moi je l'aime bien. Franchement, pour moi c'est de l'ASMR. C'est vraiment agréable, c'est les TGV mes préférés.
la cabine. Franchement, un peu déçu quand même parce que ça ressemble vachement à la cabine d'un Réjulis. Franchement, voilà. Je m'attendais à mieux. Bon, il n'y a plus les cerclos, il n'y a plus les. Maintenant, c'est une histoire ancienne. Mais... un peu dégoûté, mais pas déçu pour autant. Vous savez, les sièges ici. Ah merde, je peux pas les abaisser. Après cette sortie, du coup, nous allons voir la RAM Wigo Tango 734, qui est la première à être rénovée, qui je crois qui avait commencé à circuler sur l'axe nord. Enfin bref, nous allons découvrir du coup l'intérieur. Donc comme vous le savez, Wigo qui a été lancé en 2013, c'est un service de train low cost du coup qui ont des tarifs plus réduits que ceux des Inouïs. Donc voilà. Et du coup en 2024, la SNCF franchit une nouvelle étape en dévoilant ses rames Wigo Tango, des TGV rénovés issus de l'ancienne flotte Inouï, repensés pour améliorer l'expérience à bord sans renier l'ADN low cost du service. Évidemment, ça ne changera pas. Donc les rames Wigo Tango bénéficient d'une modernisation en profondeur. Les sièges entièrement repensés offrent un meilleur confort grâce à des dossiers plus ergonomiques, des accoudoirs plus larges et des repose-têtes intégrés. Alors la lumière à bord a également été retravaillée pour une ambiance plus douce et agréable. Chaque place dispose maintenant, si vous l'avez remarqué, d'une prise USB ou électrique. Une attente qui était vraiment très attendue par les voyageurs. La connectivité et du coup l'ergonomie sont ainsi nettement renforcées. L'aménagement intérieur a été repensé pour faciliter les déplacements et les rangements des bagages. Comme vous avez vu, il y a un peu plus d'espace, c'est mieux rangé et les racks à valises aussi ont été repositionnés, donc la signalétique a été modernisée. Les portes d'accès s'ouvrent plus longtemps, facilitant la montée et la descente, notamment pour les familles ou les personnes à mobilité réduite. Ces rames proposent également plus de capacité, donc ce qui veut dire plus de place. 653 sièges, il me semble, par rame contre 644, donc soit un gain de 9 sièges en plus. Et sans avoir d'impact sur le confort, ça n'a pas changé. Cette voiture, en fait, la 6 et la 7, donc là c'est la 7, ce sont les seules voitures 6 et 7 où on peut accrocher ses vélos. C'est terminé, démonté sous housse, vous allez voir, donc ça c'est nouveau. On peut ramener son vélo et puis l'accrocher, il n'y a plus besoin de housse, il n'y a plus besoin de démonter. Et ça c'est uniquement dans la 6 et la 7, on va rajouter un logo extérieur, je pense qu'il y est déjà. Juste réservé à l'avance, c'est ça sur le site. Oui. Donc voilà, comme il l'a dit, ils ont pensé du coup à répondre aux nouveaux besoins des voyageurs. Les rames Tango intègrent désormais 8 crochets à vélo sur les rames 7 et 8, donc soit 16. Ramène-la avec sur une libre position double. Elle offre aussi une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Du côté écologique, ces TGV rénovés sont plus sobres en énergie grâce à une climatisation optimisée, des vitres athermiques et même un système de récupération d'eau pour alimenter certaines fonctions sanitaires.
Je voulais vous parler aussi de l'esthétique intérieure du coup qui a été rafraîchie. Les couleurs iconiques de Wigo, hein, comme vous connaissez, bleu et rose sont toujours là, mais dans des tons plus sombres et harmonieux. La moquette, les revêtements muraux et les sièges ont été remis à neuf, créant une ambiance plus contemporaine, sans perdre l'identité visuelle du service du coup. Un espace relax hein, du coup au cœur du train, comme là où on se trouve. A été intégré donc parmi les principales nouveautés, hein, la création de l'espace relax situé au centre du train constitue un changement notable. Ce lieu sans siège permet aux voyageurs de se dégourdir les jambes, de discuter ou tout simplement de prendre une pause hors de leur siège. Bien que traditionnellement le wagon-bar ne soit pas de retour, cette zone favorise la convivialité et le repos. Avec ses rames Tango Wigo entend moderniser son image en étendant son offre. L'objectif est de porter le parc à 50 rames d'ici 2027 et d'atteindre 50% de croissance du trafic à horizon 2030. Ces rénovations s'inscrivent donc dans une stratégie plus large, renforcer la présence d'Ouigo sur le marché et tout en rendant le TGV encore plus accessible et convivial et éco-responsable. Voilà tout pour ces objectifs du Wigo Tango. En tout cas, j'espère que tout cela se produise et que les prix seront un peu plus raisonnables, parce que franchement ces dernières années il y a eu un grimpage de 25%, mais on va rien dire. Mais bon, Wigo reste toujours meilleur que Inouï. Franchement l'intérieur, je trouve que voilà, c'est largement mieux qu'Inouï. Pour l'instant. Encore les TGVM, je verrai bien. Voilà, après cette sortie de l'atelier, du coup on a continué tout droit justement pour aller voir la rame 325. Le parc à bouger. Bon voilà, du coup après avoir un peu continué, donc ici si je ne me trompe pas c'est les modélismes donc qu'on n'a pas pu voir. À notre gauche on peut voir il y a des bogies et un peu plus loin il y avait une exposition des 100 ans d'archives et il y avait aussi une exposition des histoires des EPI du Technicentre, donc EPI dans mes connaissances ça voulait dire équipement protection individuelle. Je sais pas s'il y avait vraiment un rapport parce qu'on n'est pas vraiment y allé pour voir, mais voilà. Du coup on est parti voir tout au fond la rame 325 qui est la rame qui a réalisé le record du monde de 90, si je ne me trompe pas, de 515,3 km/h, ce qui est énorme. Sachez qu'on se rapproche de plus en plus de la vitesse d'un avion. C'est quand même phénoménal. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a que la première motrice de la rame 325. La seconde, elle se trouve à la Cité du Train de Mulhouse ou au musée du train, comme vous le dites. Et c'est donc ainsi que nous terminons notre visite au Technicentre d'Atlantique. On a fait quasiment 2 heures. On est venu à midi et on ressort aux alentours de 15h, 14h50, 15h. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo, toujours sur les JOP de Paris, mais cette fois au parc Martin Luther King. Sur ce, à bientôt.